Bonjour, je suis Olivier et vous regardez une nouvelle vidéo de PlicPloc Factory. Dans cette vidéo, je vais interviewer le photographe et vidéaste Vincent Villaret. Il va vous expliquer comment il développe son business grâce à sa chaîne YouTube. Alors, déjà, merci d'avoir accepté de faire la vidéo. Pas de souci, au plaisir. Voilà. Alors, je voulais d'abord te poser une première question. Pourrais-tu nous dire d'abord qui tu es et nous raconter ton parcours? Alors, c'est toujours difficile de se décrire soi-même, mais alors je vais essayer. Donc moi je m'appelle Vincent Villaret. Donc aujourd'hui, actuellement, je suis photographe et vidéaste professionnel. Mon parcours en quelques mots, j'ai commencé tout simplement par m'intéresser à tout ça par le biais de l'infographie 3D, puisque au départ je voulais être infographiste. Il y a plusieurs années déjà, je commençais à bidouiller des logiciels 3D tels que Cinema 4D, Blender, 3ds Max pour les connaisseurs, et j'ai beaucoup appris Photoshop pour cette pratique. Et par la suite, je me suis mis à la photo parce que on disait que pour améliorer ces scènes en 3D, puisqu'on manipule des caméras virtuelles, il faut améliorer son regard. Et donc, je me suis tourné vers la photo naturellement, puisque c'était quelque chose de facile à faire tout seul. J'entends par là qu'il n'y avait pas besoin d'une équipe comme en vidéo. Et par la suite, dans mon boîtier, tout simplement, il y avait un mode vidéo. Et j'avais toujours eu derrière une petite envie aussi de faire du cinéma. Et donc, ça m'a de plus en plus plu la vidéo. Et finalement, je me suis tourné vers ça. Et je suis monté sur Paris pour faire une école de cinéma, tout simplement. Là-bas, j'y ai rencontré des gens superbes et avec qui aujourd'hui je travaille de temps en temps. Donc aujourd'hui, si tu veux, je partage mon temps entre des petits boulots sur des tournages ciné, tournages télé, entre un boulot de vidéaste indépendant, je suis associé avec un pote, et en photographe indépendant tout simplement, pour différentes sociétés, pour des entreprises, pour du corporate. Je fais un peu aussi de baptême, mariage, de portrait, etc., etc. Ok, super. Et ça fait combien de temps que tu t'es mis à ton compte? Alors que je me suis mis à mon compte, attends, je calcule. Alors, j'ai créé ma société il y a 3-4 ans, mais au départ, c'était juste en parallèle de mes études, tu vois. D'accord. Pour créer un petit complément de revenu. Et on va dire que je m'y suis mis sérieusement aujourd'hui depuis 1 an et demi, 2 ans, quoi. Super. Et en parallèle de ça, tu as lancé une chaîne YouTube. Tu peux un peu nous en parler? Ça fait combien de temps que tu l'as lancée? Oui, tout à fait. Alors, la YouTube, donc j'ai lancé. En fait, moi, pour t'expliquer un peu l'histoire de cette chaîne YouTube, j'ai toujours eu j'ai fait une école, mais avant, j'ai toujours eu une culture vraiment d'apprendre par soi-même, de l'autodidacte, des forums sur Internet, des blogs, de tout ce genre de choses. Et j'ai beaucoup appris grâce à ça, notamment la photo. Pour le coup, toute la partie photo, ils ne l'apprennent pas en école de ciné, donc j'ai appris tout ça en autodidacte. Et en fait, donc j'ai appris grâce à des blogs et à des chaînes YouTube notamment, et je me suis dit un jour, pourquoi pas aussi moi participer à la chose, apporter mon regard, ma façon de voir les choses, apporter ma pierre entre guillemets à la communauté. Et donc je me suis dit, je vais ouvrir une chaîne YouTube. À savoir qu'avant d'ouvrir cette chaîne YouTube, je faisais des tutos en fait sur une plateforme de vente de tutos, tout simplement de formation en ligne, et depuis déjà quelques années. Donc j'avais un petit peu l'habitude, mais Oui, type Udemy ou similaire, je suppose. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et mais je montrais pas trop mon visage, tu vois, c'était du screencast, et je montrais comment je réalisais les retouches de mes photos, etc. Et donc quand j'ai commencé YouTube, c'était aussi un petit défi personnel pour améliorer ma manière de parler, ma manière de me présenter, ma manière, enfin voilà, tout simplement gagner en confiance en soi aussi. Donc c'était vraiment gagnant-gagnant. Et donc j'ai créé cette chaîne il y a maintenant à peu près, à l'heure où on enregistre, là, c'est à peu près il y a 2 ans maintenant, si je me souviens bien, ouais. Donc cette chaîne YouTube, je l'ai axée pour les photographes, mais aussi pour les vidéastes, bien qu'aujourd'hui il y a un peu plus de contenu pour les photographes.
Donc c'est des tutos retouches. Et puis aussi j'essaye de faire des vidéos un peu moins basées sur la technique, mais plus sur la créativité, la mise en scène et la manière aussi de se vendre, le marketing pour les artistes, parce que c'est quelque chose forcément qu'on ne trouve pas partout, quoi. En tout cas, j'essaye un peu, tu vois, d'innover à mon échelle. Ok, super. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi quand j'ai connu Vincent grâce à une suggestion de vidéos YouTube. Donc quand vous êtes sur YouTube, vous suivez des vidéastes ou d'autres thématiques et YouTube vous propose des vidéos. Et bien très vite, les vidéos de Vincent m'ont été suggérées et j'ai directement adhéré. En fait, dans ton ton, il y a quelque chose, contrairement à la concurrence, je vais dire. C'est vrai que le secteur photo-vidéo, ben, il est, je vais pas dire saturé, mais il est bien rempli sur YouTube. Et Ouais. c'est vrai que les personnes qui font des tutoriels ou qui font des vidéos pour parler de photo, vidéo, généralement le débit il est intense, ils utilisent des termes hyper techniques et c'est vrai que ça parle pas toujours à tout le monde et il faut s'accrocher pour suivre. Souvent quand on regarde, on est fatigué pour eux tellement il y a du débit. Et c'est vrai que chez toi, ben, c'est posé, c'est calme et on adhère directement et au bout de 30 secondes, on n'a plus envie de décrocher. Ah bah merci. Voilà. Alors, pourrais-tu nous dire un peu quel est ton process pour créer tes vidéos YouTube? Alors, mon process, il a évolué au cours du temps. Au début, parce que j'avais un manque de confiance en moi et un manque d'habitude, tout simplement, bah, j'écrivais en fait tout ce que je devais dire. Donc, j'écrivais tout ça et je le mettais sur mon téléphone. Et bon, voilà, on allait tourner dans un lieu X. Et en fait, vu que j'aime pas trop apprendre par cœur les choses, bah, je lisais, puis je posais le téléphone et je parlais, puis je disais. Donc, ça faisait très phrase découpée. Ça prenait Ouais. beaucoup de temps en montage. C'était pas naturel. Mais au départ, c'était un peu la seule moyen que j'avais trouvé parce que dès que j'allumais la caméra, en fait, bah, il y avait une sorte de pression. En plus, je tournais en extérieur, donc il y avait des gens qui passaient, qui regardaient et tout. Aujourd'hui, je fonctionne différemment, c'est-à-dire j'écris des sujets de vidéo et ensuite je fais des bullet points. Donc on va dire qu'à la fin, toute la vidéo tient dans 2-3 paragraphes de bullet points. Et puis en fait, je le connais bien, je le lis une bonne fois. Et puis après, donc je commence à tourner. Et en fait, j'improvise pas parce que ce que je dis, je l'ai préparé en amont. Mais s'il n'y a pas de lecture, tu vois, il n'y a pas d'effet de relecture. Je dis tout d'une traite et puis après à la fin je regarde si j'ai oublié quelques points qui pourraient être intéressants. Et donc voilà un peu pour le process. Ce que je fais aussi, c'est que avec cet hiver là, vu qu'il gelait un peu, j'ai tourné à l'intérieur et surtout j'ai tourné d'affilée et ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Ouais. Alors c'est vrai que l'idée de faire des vidéos. Voilà, Oui, vas-y. en fait, pour dire que bah, du coup ça me permettait de gagner beaucoup de temps. Je posais la caméra et je pouvais enregistrer plusieurs vidéos d'affilée. Donc c'est sympa. C'est vrai que l'idée de faire des bullet points, c'est une très bonne idée. Ça permet de savoir exactement ce qu'on veut dire. Personnellement, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et c'est pour ça qu'il y a un an et demi, j'avais vu sur la chaîne de Arnaud Thierry qui conseillait un prompteur, un petit prompteur vraiment très compact de la marque Parrot. Alors, c'est une marque qui n'a rien à voir avec la marque Parrot qui fait les drones. Et ces prompteurs sont achetables, si je ne me trompe pas, pour 90 $ sur le site d'Amazon US. Voilà. Ils sont vraiment très bien, fonctionnent avec le smartphone. C'est un super bon produit. Ça te prend Bah, combien ouais, de tout à fait. Oui, dis-moi. Non, non, ouais, je disais tout à fait, il y a cette technique aussi. Ça te prend généralement combien de temps, toi, pour réaliser une vidéo? Alors, ça dépend si c'est une vidéo, comme je te disais, tu veux dire aussi avec la préparation, Oui, l'écriture. de la préparation à la publication YouTube. Je t'avoue, souvent en fait, j'en fais plusieurs en même temps, donc on va dire, si je te donne une moyenne, en fait, moi, pour trouver les sujets de vidéo, chaque fois en fait que je fais quelque chose dans mon activité ou voilà, peu importe, dès que j'ai une idée, je la note en fait, et après je développe cette idée. Donc parfois cette idée met longtemps à arriver, mais une fois que je l'ai trouvée, le temps de la développer, le temps de choisir un lieu de tournage, de tourner, de monter, on va dire que ça prend, si on fait ça d'affilée, 2-3 jours, tu vois. Ok, Mais vu que c'est organisé, rassemblé, ça dure moins longtemps. En d'accord. Et c'est vrai que ça reste.
Alors c'est vrai que pour une entreprise, 2-3 jours pour une vidéo, ça peut paraître assez conséquent pour faire une vidéo. Mais voilà, là toi tu en fais aussi plusieurs d'affilée et c'est vrai que le contenu est bien réfléchi et il y a du montage derrière. C'est vrai qu'une entreprise peut faire du face caméra par exemple, un peu plus tourner, monter, ce qui facilitera la création de la vidéo. J'ai vu qu'à l'heure actuelle, tu comptabilises à peu près 203 vidéos si je ne me trompe pas et plus de 2000 abonnés. Est-ce que ces vidéos t'ont déjà permis d'avoir des contrats? Oui, tout à fait. En fait, il y a des gens qui m'ont découvert grâce à ma chaîne YouTube, qui sont intéressés par la photo et la vidéo, mais aussi qui avaient des besoins dans ce milieu-là, dans ce domaine. Et donc YouTube, de ce côté-là, m'a ouvert des portes. Et puis aussi, YouTube m'a permis, j'ai fait des séries d'interviews de gens, de différents artistes, comédiens, humoristes, modèles, etc. Et ce qui m'a permis, en fait, ça m'a ouvert des portes, tout simplement. Là où sans YouTube, je n'aurais pas eu l'excuse, entre guillemets, de les démarcher. Et ce qui m'a permis après de rebondir sur des opportunités. Donc, carrément, YouTube m'a permis d'avoir des contrats vidéo et d'avoir des contrats photo également. Voilà, aujourd'hui, quand on me dit que sur YouTube, il n'y a que des vidéos de chats et d'asiatiques qui mangent des nouilles et qu'il est impossible d'avoir des contrats grâce à YouTube, je veux absolument que vous retiriez cette idée de la tête. Il faut savoir que, ok, c'est pas facile d'avoir des contrats via YouTube et surtout, faut pas se dire que je vais mettre une vidéo et qu'on va directement avoir plein de vues et plein de contrats qui vont arriver. C'est une vidéo à un moment donné qui va pousser toutes les autres vidéos et qui va vous amener l'un ou l'autre contrat. Voilà. Tout à fait. Alors souvent en formation, on me dit, si aujourd'hui je ne crée pas de vidéos sur YouTube, c'est parce que j'ai peur des avis négatifs. Alors bon, comme toute personne qui crée du contenu, à un moment donné, tu as aussi quelques avis négatifs. Alors oui, chez toi, tu as de la chance, ils sont très peu nombreux. Mais comment tu les gères, ces avis négatifs? Alors, figure-toi qu'en fait, au début de la chaîne, j'en avais quand même pas mal d'avis négatifs, ce qui s'est calmé largement au fur et à mesure. Mais alors, en fait, les avis négatifs, moi, j'essaie de prendre du recul par rapport à ça, parce que je crée une sorte de personnage au début. Ce que je ne fais plus aujourd'hui, mais j'essaie de me mettre un peu en scène, tu vois. Et quand j'étais face à la caméra, je me disais, ok, là, ça va être le Vince qui est devant la caméra, il n'a rien à voir, tu vois, avec le Vincent de la réalité. Et si on me met des critiques, c'est que excuse-moi, j'ai bégayé. Ça sera que sur ce que j'aurais projeté pendant la vidéo et non sur ma vie réelle, puisque voilà, je sépare la vie personnelle de la vie professionnelle. Donc ça c'était la théorie et forcément quand tu te prends les premières critiques négatives, tout le monde te dit il faut passer outre, mais ça marche pas. En tout cas, moi, je l'ai pris vraiment personnellement et ça a été assez difficile. Et au fur et à mesure, en fait, à force de me prendre des avis négatifs et surtout de voir que le genre de personnes qui critiquaient, alors déjà ce sont des gens cachés derrière un pseudo, derrière une fausse photo de profil et surtout qui donnent toujours un avis qui n'est pas constructif. Il faut bien séparer, bien sûr, les critiques constructives, négatives et les critiques qui ne servent juste à rien. Je me suis mis à prendre du recul tout simplement et puis aussi à accepter que je n'allais pas plaire à tout le monde. Ça, il faut bien se le dire, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est valable dans la vie, mais c'est aussi valable sur YouTube. Et surtout, plus on a un style clivant dans la manière dont on raconte les choses, plus on a des idées tranchées, plus on a un style de création, par exemple un style photo tranché, et bien plus on va attirer en fait des gens qui pensent comme nous. Donc là, dedans, on va se réconforter. Et plus aussi, on va attirer des gens qui ne nous comprennent pas et vont nous taper dessus. Mais c'est le fait en fait d'avoir rencontré des gens qui pensent comme moi, grâce au fait d'assumer son style, d'assumer qui on est, que ça m'a permis en fait de passer outre toutes les critiques négatives. Et aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins aussi, parce que j'ai adapté mon discours. Et tout simplement parce que voilà, les gens qui au départ me critiquaient sont passés à autre chose quand ils ont vu que je réagissais pas, quoi. Mais c'est dur, hein, c'est dur de ne pas réagir et de ne pas tomber dans la cascade de lui il m'a donné une mauvaise critique, donc je vais le critiquer, puis je vais le dénoncer, puis ça s'arrête jamais, tu vois. Et souvent il y a des battles, j'appelle ça, sur des groupes Facebook de gens qui se tirent dans les pattes, que ce soit dans le monde de la vidéo, dans le monde de la photo. Et honnêtement, voilà, on n'a pas besoin de ça. Donc moi j'essaie vraiment de ne pas animer le débat, bien qu'il y a des jours, tu vois, où j'ai envie de répondre et tout. Le fait de savoir prendre du recul par rapport à tout ça et de se dire bon, de toute façon c'est que Internet,
ça aide beaucoup. Voilà. Ouais, c'est certain. Faut bien dire que dans les avis négatifs qu'on peut recevoir, que ce soit sur un blog ou sur des vidéos YouTube, très clairement, quand ils sont très méchants, faut se dire que les personnes dans la vraie vie ne vous diraient jamais ça. C'est clairement, on est avec des écrans interposés et les personnes se permettent de dire des choses qu'elles ne diraient jamais dans la vraie vie. Et ces personnes-là, très clairement, il faut essayer de les mettre de côté et de dire que de toute façon, si elles critiquent comme ça, elles ne seront jamais un client potentiel. Ça, c'est certain. Oui, et puis tu vois, on peut peut-être en parler rapidement, mais j'organise des apéros photos vidéo à Paris. Donc ça, c'est en partenariat avec un ami à moi qui s'appelle Sébastien Roignan. Et en fait, ces apéros, si tu veux, c'est fait pour se faire rencontrer justement les photographes, les vidéastes, les comédiens, les modèles et tout, hors un petit peu des groupes Facebook, hors d'Internet. Ouais. Et en fait, depuis que je fais ça, tu vois, alors on enregistre, je sais plus, on en a fait 5-6, eh bien, c'est un groupe de gens qui se rencontrent. Il n'y a que des gens positifs, avec un mindset intéressant. Et donc, tous les gens en fait qui critiquent, bah, bizarrement, ils n'étaient pas là. C'est ça, voilà. Donc, tu vois aussi, le fait d'avoir fait ça m'a permis de prendre du recul et de me dire, ok, en fait, il y a quand même plein de gens sympas et il ne faut pas se concentrer. Parce que forcément, les gens qui critiquent, c'est eux qu'on entend le plus parce que c'est eux qui mettent le plus de commentaires, qui passent leur temps derrière l'ordi, tu vois. Donc, on peut au début, quand on se lance, se donner une image de la photo, de la vidéo un peu négative, tu vois. On peut se dire, oh là là, quand même, il y a beaucoup de râleurs. Ouais. Alors qu'en fait, c'est juste une toute petite part de la population. C'est juste que le reste, c'est une majorité silencieuse, tu vois. Tout à fait, exact. Sur Internet. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ceux qui veulent te mettre un avis positif prendront plus le temps de bien le construire et de dire vraiment quelque chose, même si c'est c'est parce qu'ils ont pas aimé quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose, un avis qui va te permettre d'évoluer, de dire voilà, ben ceci, j'ai préféré ceci à cela et ça te permettra d'évoluer et surtout de correspondre à ce que ton audience veut aussi. Tout à fait. Voilà. Alors, tu sais me dire un petit peu, point de vue matériel, avec quoi tu as commencé? Alors, j'ai commencé la photo avec un Canon 20D à l'époque. Oui. C'était le Canon de mon père, 8 millions de pixels. Donc ça, c'était un peu dur pour la retouche, mais sinon, c'était un très beau boîtier. Ensuite, j'ai eu le Canon 60D pendant 4 ans. Oui. Donc voilà, un milieu de gamme Canon qui avait le mode vidéo. Je m'en suis séparé après avec regret, mais parce que tout simplement j'avais besoin de pouvoir monter en ISO quand il y avait plus trop de lumière. Ouais. Donc j'ai pris un 5D3 et parce que je voulais aussi qu'il soit vraiment polyvalent et pour la photo et la vidéo. Donc 5D3 remplissait parfaitement son rôle et aussi l'avantage du 5D3 qu'il avait à l'époque, parce qu'il n'y avait pas tous les Sony, tous les trucs qu'on trouve aujourd'hui, c'est qu'il était compatible avec Magic Lantern, qui est un petit logiciel qu'on installe dans le boîtier, et ça m'a permis de faire beaucoup de courts-métrages en RAW, ça m'a permis de faire des choses vraiment intéressantes. Et puis là récemment, là, il y a quelques temps, avec mon associé, là, on a pris un Sony A7 III pour la vidéo, parce qu'il est vrai que le problème du 5D, c'est qu'il n'y a pas d'autofocus en fait en vidéo. Et il est vrai que le Sony permet de faire des choses, tu le poses sur une gimbal et tu mets l'autofocus et même avant l'ouverture, il fait des belles choses, donc c'est très sympa. Et surtout, le 5D sans Magic Lantern, Magic Lantern, ça impose quand même un workflow d'édition qui n'est pas adapté au monde du professionnel. C'est bien pour faire du court-métrage et tout, mais quand il faut enchaîner des tournages et il y a une obligation de rendu avec des dates et tout, c'est très lourd comme workflow. Et du coup, quand on filme avec le codec de base, donc pour ceux que ça intéresse, c'est en H264 et en 4.2.0, donc c'est difficile en fait d'étalonner, de faire des choses intéressantes. On arrive très vite dans la surexposition et tout. Et donc, on ne peut pas, en fait, dans le monde du professionnel, rivaliser avec d'autres vidéastes où c'est tout simplement une histoire de matériel, tu vois. Oui, tout à fait. Et donc, moi, j'ai commencé à tourner avec des gens, avec d'autres équipes qui avaient du Sony et j'étais vraiment... quand je comparais l'image du 5D et du Sony, j'étais en mode, ah ouais, quand même. Et donc, le boîtier, je crois que Sony A7 III, on a payé 2000 €, un truc comme ça. Donc c'est vite rentabilisé et pour le coup c'est vraiment un très bon investissement qu'on a fait. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, pour ma part, moi je tourne avec un Sony A6000 plus une Canon HFG 30, donc c'est du Handycam de chez Canon en semi-professionnel
parce que j'avais pas besoin. Je pouvais passer à la gamme supérieure, qui était exactement la même caméra, mais avec des XLR, donc des connectiques audio spécifiques, mais j'en avais pas besoin pour ce que je faisais. Alors tu parles de Magic Lantern. Alors pour les personnes qui connaissent pas Magic Lantern est un petit plugin non reconnu, si je me trompe pas, par Canon, qu'on peut installer sur les boîtiers. Mais bon, si on l'installe, on fait sauter la garantie. Et ça permet de débloquer des fonctionnalités qu'on n'a pas de base dans les boîtiers. Je pense que, si je me trompe pas, il met le focus picking, il affiche le volume audio et d'autres fonctionnalités, je ne sais pas trop lesquelles, mais voilà, si tu veux nous en dire un petit peu plus. Ah bah carrément. Bah, si tu veux, à l'époque, j'avais fait un gros tuto justement sur Magic Lantern, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de documentation en français, et c'était difficile de s'y retrouver au début, parce que tu trouvais les infos, tu sais, dans les forums Magic Lantern, au bout de la 18e page, dans le désordre. Mais alors, si tu veux, ouais, c'est ça, Magic Lantern, ça existe pour plein de boîtiers, alors uniquement pour Canon, hein, mais pour plein de boîtiers de la gamme Canon. Tout simplement, en fait, les gars, ils ont découvert que il y avait la principale fonctionnalité de Magic Lantern, c'est quand même l'enregistrement en RAW pour la vidéo. Et ils ont découvert que sur des boîtiers, on pouvait faire des rafales à, je sais pas, j'ai plus les chiffres en tête, mais on va dire entre 5 et 8 images secondes à 24 millions de pixels. Si on descend la définition des images, on peut, donc en 1920 par 1080 par exemple, eh bien on peut faire des rafales à 24 images par seconde, tu vois. Et donc 24 images, ce qui veut dire qu'on peut filmer. Et ils ont détourné un peu les systèmes des boîtiers Canon et permettent de filmer comme ça. Alors au départ, il n'y avait pas d'enregistrement audio, puis après ils l'ont implémenté, puis après ils ont implémenté justement des instruments un peu comme sur les caméras de cinéma, comme tu disais, les lumètres, le picking, les EPA aussi. Tout ça qu'on ne retrouvait pas dans le marché en fait à l'époque. Le 5D3 est sorti en 2012 et voilà, il fallait des moniteurs externes, tu vois, qui coûtaient très cher pour afficher des zébras, une couche en plus, tu vois, sur l'image. Là, tout était intégré. Donc, et après, pour la photo, il y avait plein de choses. Il y avait un mode bug, il y avait le dual ISO, technologie qui commence à exister aujourd'hui officiellement, tu vois, mais qui existe. Moi, ça me faisait rire du coup, parce que moi, je m'en servais depuis des années. Il y a pas le dual pixel, enfin, le truc de Canon, là, nouveau, parce que ça, pour le coup, c'est inhérent aussi, je crois, aux optiques et tout. Enfin, voilà, j'étais en train de gérer pas ça. Et donc, voilà un peu toutes les fonctionnalités. Et puis, c'est gratuit. Alors, c'est vrai qu'au début, Magic Lantern, c'était pas très stable. En fait, ça faisait un peu chauffer le boîtier parce que ça utilise les circuits d'une manière dont ça n'a pas été prévu à la base. Et donc, c'est vrai que quand c'est sorti, Canon a dit oh, attention, machin, on ne reconnaît pas. Et puis voilà, surtout pas responsable. C'est pour ça qu'ils ont sauté la garantie. Aujourd'hui, et même depuis de nombreuses années, c'est vraiment très stable et ça marche comme n'importe quel logiciel. Donc, surtout, ça s'installe sur la carte. Et si on veut le désinstaller, il suffit de remplacer par une carte vierge. Voilà un petit peu. Est-ce que Magic Lantern permet de débrider aussi la limitation de temps d'enregistrement? Oui, c'était ça qui était bien. C'est parce que c'était limité à 30 minutes avec les Canon, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, au bout d'un moment, Magic Lantern, dès que la vidéo s'arrête, hop, elle repart automatiquement. Donc, super. Tu perds une frame, mais bon, ça ne se voit pas quoi. D'accord. En fait, pour que les caméras, les appareils photo réflexes et hybrides coûtent moins cher, en fait, l'Europe a bridé l'enregistrement des appareils photo à 30 minutes. Et si jamais on veut quelque chose qui filme plus longtemps en Europe, eh bien, on est obligé normalement de passer par des caméras ou des handycam ou même des GoPro pour pouvoir filmer en continu beaucoup plus longtemps. Voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui, si tu devais conseiller une entreprise qui a envie de débuter sur YouTube, qu'est-ce que tu conseillerais comme matériel, toi? Alors pour la vidéo sur YouTube, ça dépend de quoi on parle, parce que si l'entreprise parle de choses qui a trait à l'image, forcément il faut avoir un niveau d'une qualité, un minimum quoi, pour être crédible, tout simplement. Mais aujourd'hui, on va dire que qu'est-ce que je pourrais conseiller comme matos? Je ne conseillerais pas les Canon parce que de toute façon, en vidéo, les boîtiers Canon, j'entends les boîtiers photo qui font la vidéo, c'est pas. Aujourd'hui, c'est les codecs qu'on utilise un 700D, donc un boîtier d'entrée de gamme,
ou un 5D, c'est le même codec à l'intérieur. Donc ça va compresser de la même manière. Voilà, moi je conserverais vraiment les Sony puisque c'est ce que j'ai. Après, bon, il faut investir un minimum quand même, il faut investir 2000 € plus les objectifs. Mais il y a des Sony, alors je connais pas toute la gamme parce que je suis un peu nouveau dans les Sony, mais il y a des boîtiers, je pense, semi-pro qui sont très bien, très accessibles. J'ai vu des vidéos assez ouf. Et pour le coup, l'objectif qu'on utilise là, c'est vraiment le meilleur objectif rapport qualité-prix, je trouve, pour ce type-là. C'est un 28-75 de Tamron. Ouverture de 8 et pour le coup ça nous a coûté un truc comme 900 €. Ce qui, par exemple, pour avoir le même chez Sony, donc c'est le 24-70, ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 2000-2500, je sais plus. Donc voilà, rien qu'avec ce couple boîtier objectif là, ça permet de couvrir toutes les situations. Et après, il ne faut pas oublier en fait le son, parce que c'est quelque chose qui est très sous-estimé aussi. Alors si tu veux que je dise rapidement ma config son, moi j'ai un micro Canon Sennheiser ME66. C'est un micro Canon que je mets sur un pied de perche. Et ouais, il est vraiment cool parce qu'en plus, il est en deux parties. Il y a une poignée d'alimentation et il y a le micro Canon, ce qui permet de soit après je peux plugger un micro omnidirectionnel, etc. Donc c'est sympa en plus. Mais sinon, on a un Vidéo Rode Mic Pro, là, le dernier, qu'on monte directement sur le boîtier et il n'est pas mauvais pour le coup. Il y a vraiment un spectre intéressant pour le son. Les voix sont profondes et tout, et ça ne bruite pas trop, contrairement au modèle d'avant. Les premiers vidéos Rode Mic Pro que j'avais essayé, ça bruitait de ouf à 150 €, ouais, je crois. Mais sinon, le mieux reste quand même, en termes, encore une fois, de rapport facilité, prix, etc. Les SmartLav Plus, c'est des micro-cravates en fait. C'est celui que vous voyez justement ici, que j'ai sur moi. Voilà. On peut brancher ça sur téléphone ou enregistreur avec un adaptateur à 3 €. Et l'avantage, c'est que voilà, je ne sais plus combien il coûte, mais c'est pas très cher, c'est entre 30 et 50 €. C'est ça. Et pour le coup, voilà, il bruite pas trop et il y a vraiment une bonne qualité, une présence des voix et ça permet de s'en sortir dans toutes les situations, quoi. Tout à fait. Alors n'oubliez pas une chose, c'est que si vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup de budget, généralement quand vous avez acheté votre smartphone, vous recevez, bien comme Vincent, vous voyez maintenant sur l'écran, il utilise les écouteurs qu'il a reçus avec son smartphone. Et il faut savoir que le micro qui est dessus, alors je pense que ça ressemble à des écouteurs Apple. Voilà, par exemple les écouteurs Apple, c'est de la très bonne qualité, le micro est de bonne qualité, c'est un micro directionnel aussi, il capte très bien le son de la voix et donc ça peut faire une économie aussi. Et c'est vrai, tout à fait, voilà. En fait, avant tout simplement d'acheter le SmartLav, j'avais des écouteurs qui étaient pétés, j'entendais plus, mais le micro fonctionnait toujours. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé ici, là, et j'ai gardé vraiment que la partie micro. Et je la mettais sous le sternum, là, comme un micro-cravate, en fait. Et donc là, c'était vraiment sympa. Et après, voilà, en fait, le micro-cravate, parce que l'avantage, c'est qu'il vient avec un petit truc pour l'attacher sur le vêtement. Mais sinon, l'écouteur, vous pouvez le fixer avec du gaffeur. Vous pouvez faire un petit triangle en gaffeur et hop, le mettre sous le vêtement. Ou alors, il y a du butyl aussi, qu'on utilise dans le cinéma. C'est une sorte de pâte collante. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Alors c'est vrai que moi en termes de matériel, alors je conseille de base si vous n'avez pas de gros budget à dépenser, je conseille commencer avec un smartphone, un bon trépied. N'achetez pas un trépied bas de gamme. Est-ce que vous mettriez très clairement un smartphone qui vous a coûté très cher sur un trépied qui peut facilement tomber? Moi personnellement je le ferai pas. Et je vous conseille d'abord d'investir dans un peu de lumière, un micro, et puis par la suite, si votre chaîne commence à prendre, vous pouvez investir dans des caméras, dans un appareil photo qui filme. Alors c'est vrai que Vincent a conseillé du Sony. Alors vous pouvez aussi aller dans d'autres marques, par exemple Panasonic fait des bonnes caméras, mais c'est un peu plus cher. En Sony, vous pouvez aller vers du A6000, A6300, A6400. A6400 qui a l'écran qui est ce qu'on appelle l'écran selfie. Et vous avez aussi la possibilité d'aller, si vous voulez, après il y a deux écoles, il y en a quand même un petit peu moins aujourd'hui, d'aller chez Canon
Par exemple, j'ai eu l'occasion de tester, parce que je suis aussi, j'ai été formateur pour Canon, j'ai eu l'occasion de tester le Canon M50. Alors, oui, il a des défauts si on filme en 4K, mais filmer en 4K, c'est aussi tout un process pour voir les machines derrière qui peuvent le permettre. Mais en 1080p, il fait très bien le travail et surtout pour son prix, il intègre une entrée micro. Et il y a très peu de caméras ou d'appareils photo à ce prix-là qui intègrent une entrée micro. Voilà. Ah oui, carrément. Après, c'est vrai que cette gamme-là de Canon, je ne connais pas. Mais pour rebondir sur ce que tu disais avec les trépieds, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et au départ, je me demandais vraiment pourquoi, tu vois, il y avait des trépieds à 9 € sur Amazon et des trépieds à 200 €, voire plus. Et c'est vrai qu'un jour, j'étais dans un tournage et il y avait un petit peu de vent, tout simplement. Et donc, il y avait un 700D dessus. Donc, pour le coup, c'est un boîtier léger. Et à 50 mm à 1.8 et donc vraiment un combo de légèreté. Et là, il y a eu une vague de vent et tout simplement le trépied qui était en plastoc et qui était très, très léger. Donc ça, c'était cool, mais il était du coup, mauvaise qualité de ce côté-là. Il est tombé. Ouais. Et ça m'a fait un peu chier quand j'ai vu l'objectif pendu en deux, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est vrai que moi, c'est très personnel, mais je vous déconseille d'acheter un trépied en dessous de 60, 70 €. Ça risque vraiment de pas être solide. Alors, dans les marques très connues en termes de trépied, vous avez par exemple Manfrotto, ou alors moi, personnellement, j'utilise un trépied qui fait aussi monopode, qui est de la marque Kuhlmann. Voilà. D'accord. Alors c'est vrai que quand on va sur YouTube, ou quand on regarde des Casey Neistat ou d'autres youtubeurs, eux ils utilisent plus alors un trépied de table qui peut se fixer un peu partout, c'est le fameux GorillaPod. T'en as un toi personnellement? Tu utilises ça? J'utilise pas ça, mais de temps en temps dans les tournages, j'ai accès à des GorillaPod, mais sinon j'utilise pas ça au quotidien, on va dire. Ok, d'accord. Alors, question suivante, quand tu t'es lancé en tant que photographe pro, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées en termes de communication et de visibilité? Alors ça, c'est une bonne question. Quand tu te lances dans le milieu du professionnel, c'est aussi une logique en fait, une manière de penser différente de ta pratique en amateur, parce que finalement, comme je le disais un peu plus tôt, tu as une obligation de rendu, tu as une obligation de date, donc tu peux pas prendre autant de temps pour retoucher que tu voudrais, par exemple, mais tu dois aussi calculer le temps que tu dois investir dans chaque projet, parce que pendant que tu investis ce temps, tu ne l'investis pas à chercher d'autres choses, d'autres contrats, et tu ne l'investis pas à développer d'autres axes de ta boîte. Et c'est vrai que moi, on va dire, l'une des principales difficultés que j'ai eues, c'est que j'avais beaucoup travaillé sur ma technique, sur mon regard, qui sont des choses extrêmement importantes, cela va de soi, mais j'avais tout simplement pas la fibre commerciale, la fibre marketing dans le sang, clairement pas. Et surtout, en fait, vu que, et c'est toujours le cas, c'est quelque chose que je pratique par passion, en fait, pour moi, ça avait toujours été naturel de faire des collaborations. Au départ, j'ai beaucoup commencé comme ça, notamment la photo de portrait. Et ça a été difficile, tu vois, de me dire, ok, maintenant, je vais refuser des choses et je vais refuser des shoots gratuits et je vais mettre un prix sur ce que je fais, tout simplement. Et donc même si de l'extérieur, quand on regardait mon site, on pouvait se dire ok, il fait du bon travail, j'avais du mal, tu vois, à convertir ce travail et à me vendre. Donc ça, c'était une problématique. Et puis bon, forcément, comme tout le monde, se faire connaître. Et donc comment j'ai résolu ça? Le marketing, tout simplement, j'ai appris notamment sur Internet, au contact de gens qui étaient déjà passés par là, tout simplement des photographes plus avancés lors de workshops, etc., qui m'ont expliqué un petit peu, qui m'ont donné aussi une idée des tarifs suivant le domaine. Et puis pour ce qui est de la visibilité, ça c'est un combat de tous les jours sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent, et il faut s'y intéresser tout le temps, parce que ça change, ça évolue constamment. Déjà, on ne sait pas grand-chose finalement sur les algorithmes de Facebook, d'Instagram, de YouTube.
mais au moins savoir le peu qu'on sait et surtout les changements, être au courant des tendances, être au courant de voilà, ce qui fonctionne, bah, c'est important si on veut tout simplement se démarquer. Et c'est vrai que, par exemple, si on prend mon cas, une chaîne YouTube, bah, ça me permet du coup de me démarquer d'une certaine manière, puisqu'il y a, tu le disais tout à l'heure, c'est saturé, mais finalement, quand on regarde par rapport au nombre de photographes, de vidéastes, bah, il n'y en a pas beaucoup finalement qui font des choses sur YouTube. Et du coup, bah, ça me permet de me démarquer comme ça. Et voilà, et par exemple, si tu veux que je te donne un exemple concret, les pages Facebook, bah, j'avais commencé ça, hein, comme tout le monde. C'était Vincent photographie, je sais pas quoi, et puis au bout de 4 ans, j'avais toujours 200 likes. Ouais, c'est ça. Tout simplement parce que je n'animais pas, je prenais pas le temps, j'avais pas connaissance des codes, et puis surtout parce que un jour le reach des pages Facebook est tombé, ce qui veut dire que tout simplement, quand on fait une publication sur une page, bah, c'est distribué à 10% de son audience, donc 10% de 200, bah voilà, ça ne fait pas beaucoup, et donc j'ai commencé à chercher d'autres pistes. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit partout Instagram. C'est vrai, Instagram ça fonctionne, mais en fait, Instagram, il y a beaucoup de gens aussi, qui font de la photo dessus, mais en tant qu'amateur. Donc il faut arriver, voilà aussi, parce que parfois on peut être contacté par Instagram par des gens qui sont intéressés par la photo, mais qui viennent dans une démarche de collaboration. Parfois ça peut nous intéresser, mais tout simplement le reste du temps, pour faire vivre son entreprise, tout simplement, on ne peut pas se permettre de faire autant de collaborations qu'on voudrait. Et donc voilà, il faut faire attention aussi au type d'audience à qui on va se connecter avec les différents réseaux. Et il faut aussi bien se rentrer une chose dans la tête, et que c'est pas parce qu'un compte a, je sais pas, 20 000 abonnés, à 10 000 likes sur ses photos, qu'il a du boulot, ce qui n'a rien à voir. Hein. C'est parce que, encore une fois, il y a plusieurs valeurs, plusieurs types de likes. Et donc, il ne faut pas compter que sur Instagram. Mais je pense qu'il faut être un peu présent partout. Et puis, pour finir sur les réseaux sociaux, il y a aussi LinkedIn, que je commence à regarder un peu plus sérieusement, qui permet d'approcher cette fois des entreprises. Et donc voilà, en créant son profil, en l'optimisant et tout. Mais en fait, c'est comme tout. Il faut passer du temps. Il ne faut pas se refuser à passer du temps sur les réseaux sociaux, parce que Instagram, il va falloir aller commenter les photos, interagir, créer du contenu, créer des stories. Et LinkedIn, c'est pareil, hein, il faut aller voir les profils pour que les gens voient que tu as vu leur profil. Facebook, il va falloir animer aussi son profil, publier régulièrement, tout simplement pour rappeler aux gens avec qui on est connecté, qu'on existe et qu'on travaille. Et tout ça, c'est long, mais voilà. Oui, très clairement, moi, LinkedIn, c'est le réseau social que j'utilise le plus. Alors, j'attends avec impatience qu'ils développent les stories sur LinkedIn. Alors, pour le moment, ça a été développé pour les étudiants qui sont dans les grandes universités américaines. Et LinkedIn a annoncé que prochainement, ça va arriver sur le réseau. C'est vraiment une très, très bonne chose. Alors, je vais revenir 2 petites secondes sur ce que tu disais sur Facebook. C'est vrai que Facebook a décidé de moins mettre en avant le contenu qui est publié sur les pages, pour qu'on voit plus le contenu de ses amis, tout d'abord. Et puis, dans la technique stratégique de Facebook, quand Facebook a été créé, le but c'était de communiquer avec des amis. Et depuis un an et demi, ça a changé. Ce n'est plus communiquer avec des amis, mais communiquer avec des communautés. Et donc, moi, si je peux donner un conseil aux entreprises qui ont envie d'être visibles, c'est créer des groupes Facebook sur une thématique en particulier et communiquer là-dedans. Si je me trompe pas, toi, tu as aussi créé un groupe Facebook. Tu sais un petit peu nous en parler? Ouais, bah, tout à fait, c'est sûr. Donc, j'ai profité de ça aussi, et j'ai créé un groupe qui s'appelle Club privé d'entraide pour les photographes, vidéastes et modèles. Et ce groupe aussi, il est né, pareil, d'une volonté d'un petit peu créer une ambiance différente de ce qu'on peut retrouver dans les groupes photos, où en fait les gens viennent, alors, bon, il y en a toujours, hein, mais les gens viennent, publient leurs photos et repartent. Ouais. On publie un lien et repartent. Et en plus, les gens qui vont critiquer ces photos-là, souvent sont des gens qui passent leur temps sur Facebook et qui ne font pas grand-chose dans la réalité. Donc c'est pas très constructif. Et donc là, j'ai essayé un peu de filtrer, de trier, et surtout d'encourager à l'entraide et au partage de techniques et d'astuces. Et comme tu le disais, c'est sûr que les sont beaucoup plus visibles et fonctionnent mieux. Ouais, tout à fait.
Alors, si tu devais donner un conseil à une entreprise ou un indépendant qui a envie de se lancer dans la vidéo pour augmenter sa visibilité, tu lui donnerais quoi comme conseil? Bah, voilà, comme je te disais, en fait, c'est d'être présent un petit peu partout, mais surtout de passer du temps, tout simplement, à travailler, à optimiser ses profils. Il y a encore plein de profils de photographes, finalement, ou de vidéastes sur Facebook. Je tombe sur eux, et en fait, pour trouver leur site, c'est chiantissime, quoi. Même en allant dans la propos, la description, tout en bas, on ne trouve pas. On est obligé d'aller dans les anciennes photos où il y en a une où il a crédité son site. Et bah, moi, j'ai la foi parfois, mais la plupart des gens, notamment les potentiels clients, ne vont pas aller chercher. Il faut que ça soit écrit en gros, il faut que ça soit voilà, en lettres capitales sur la page d'accueil. Il faut qu'on arrive sur notre profil et que ça soit optimisé au maximum. Comme son profil LinkedIn, qui est une sorte de CV, bah là, sur les profils Facebook, il faut. Et ouais, c'est ça peut être une bonne idée de transformer en fait son profil Facebook personnel en professionnel, ou alors en créer un deuxième, ou c'est pareil, je sais pas. Mais tout simplement parce que comme tu dis, Facebook c'est aussi pour connecter les amis, et donc le profil professionnel permet tout simplement de quand c'est une publication d'être beaucoup plus visible qu'une page, et c'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire plus on va ajouter de gens qui travaillent dans le même domaine que nous, plus après quand on va démarcher une personne avec qui on a envie de travailler par exemple, et bien plus la personne sera enclin à accepter notre invitation, à voir notre message, parce qu'on aura à ce moment-là 100 amis en commun, quoi. Ouais. Donc, faut pas hésiter à ajouter les gens, c'est communément admis, surtout quand c'est des gens qui ont un profil un peu professionnel, où ils partagent leur travail et il y a moins de photos de leurs potes. Et il faut y passer du temps. C'est sûr, aujourd'hui, je peux pas te vendre du rêve en te disant, bah voilà, il suffit de créer un profil et puis demain, vous allez avoir plein de trafic. Non, c'est sûr. Non, c'est pas possible, en fait. C'est sûr. Faut être pragmatique, quoi. Aujourd'hui, si on a une page Facebook et qu'on veut être visible, on est à un moment donné obligé de mettre un petit peu d'argent dans de la publicité Facebook. Alors clairement, si vous n'avez jamais fait de publicité Facebook, moi je vous conseille de commencer avec des petits budgets. Franchement, vous pouvez commencer avec des budgets de 4-5 euros par jour pendant une semaine, 2 semaines, histoire d'attirer un petit peu de visibilité. Alors, le LinkedIn, contrairement à Facebook, LinkedIn indexe sur Google les publications que vous faites. Donc, ça veut dire que si vous mettez du contenu sur LinkedIn, eh bien, il sera répertorié aussi sur Google, contrairement à Facebook. Et le gros avantage de LinkedIn, c'est que en fait, il travaille la sémantique. À partir du moment, c'est un peu comme Google, quand vous écrivez des textes, eh bien, si votre sémantique, si les mots que vous écrivez sont en rapport avec votre secteur d'activité, avec le métier que vous faites et surtout avec les recherches que font les internautes, eh bien, très vite, vous pouvez apparaître dans des recherches. C'est pour ça que moi, je conseille en formation et je conseille même sur la chaîne YouTube de bien réfléchir au résumé que vous faites. Donc, sur LinkedIn, en haut, en dessous de votre photo, il y a une petite option résumé. Eh bien, vous pouvez très clairement là-dessus écrire un résumé. Et moi, je vous conseille de bien le réfléchir, de bien utiliser des termes qui sont en rapport avec votre secteur d'activité. Alors pour ce faire, allez voir par exemple des offres d'emploi si vous êtes dans le secteur de la photographie de photographes pour voir les termes qui sont utilisés. Allez voir des fiches métiers de photographes et regardez vraiment les termes qui sont utilisés. Voilà. Et alors pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner 3 sites ou blogs et chaînes YouTube que tu aimes consulter? Alors, il y en a plein, je vais sûrement en oublier, mais alors, 3 sites ou 3 blogs. Alors attends, hein. Je réfléchis bien. Chaîne YouTube, tu veux dire dans le domaine de la photo, ouais. Dans le domaine de la photo ou dans le domaine un peu plus large que tu aimes bien, que tu aimes vraiment suivre, tu dis voilà, ça m'inspire, j'aime bien suivre ça et ça me donne un petit coup de boost professionnellement parlant. Alors, à l'époque, j'ai pas mal regardé la chaîne qui s'appelle Rouge Vert Bleu de Guillaume Desjardins. Oui. Qui est un jeune cinéaste et qui fait un peu de la vulgarisation et qui donne des infos sur des caméras de ciné, des lumières, des projets utilisés en ciné, donc ça change un peu. Et j'ai rencontré en plus Guillaume et il est vraiment cool. Donc ça, je pourrais donner ça comme chaîne. Ensuite, en chaîne YouTube,
Alors, le truc, c'est que j'en suis énormément, mais en te disant comme ça. Alors, attends, je réfléchis un peu quand même pour donner un contenu pertinent qui me motive au quotidien. Alors, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec le blog Objectif Photographe. Oui, très bon blog. Qui m'a vraiment beaucoup aidé avec Xavier de Navarro. Et donc aujourd'hui, c'est Empara son site. Donc il fait des lives et des rediffusions en formation, c'est vraiment intéressant. Oui. Donc ça, c'est très professionnel, j'aime bien. Et puis après, en chaîne YouTube, il y a Sébastien Roignan. Il m'a appris énormément de choses aussi sur la photo. Et à l'époque, il sort toujours, je crois, une vidéo par semaine. Et ça me permettait vraiment de me motiver, de gagner du temps aussi. Parce que tout simplement, j'ai évité de faire plein d'erreurs grâce à lui. Ouais. Donc en cela, je suis reconnaissant. Et puis voilà, après, en chaîne YouTube comme ça, il y a Hardy, c'est des fois qui me fait rigoler. Ah oui, Hardy, c'est vrai que c'est de la vulgarisation aussi. Et c'est abordé de façon différente des autres youtubeurs. C'est plus de façon plus rigolote, plus divertissante. Alors je reviens sur ce que tu disais. C'est vrai que Objectif Photographe est maintenant Empara. Alors c'est une très très bonne chaîne et moi j'adore regarder leurs vidéos. Alors maintenant pour les entreprises, moi je conseillerais peut-être un peu moins Empara parce que souvent le contenu est très technique et assez pointu. Mais alors en chaîne YouTube, comme tu dis, Rouge Vert Bleu, c'est une chaîne que je suis depuis quasiment ses débuts. Et en termes de vulgarisation, c'est vraiment très très bien expliqué, très très bien fait. C'est un très très bon conseil que tu nous donnes là. Voilà. Voilà. Et pour terminer, dernière question, est-ce que tu as une citation préférée? Alors là aussi les citations, on est tout un dossier. Alors si je devais t'en donner une, alors attends, celle-là elle est trop facile. Alors il y en a deux, allez, on va dire deux. Il y a seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. J'aime beaucoup cette citation. Ouais, très vrai. Parce que ça résume bien un petit peu aussi ce que j'ai vécu. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je travaillais un peu tout seul dans mon coin. Parce que déjà, les gens ne s'intéressaient pas aux mêmes choses que moi dans mon entourage. Et du coup, j'allais vite pour le coup. Ouais. Mais c'est clair que si on veut dépasser ses limites, si on veut aussi créer des projets vraiment intéressants, on est obligé de travailler en groupe, de s'associer avec des gens qui ont d'autres compétences, d'autres spécialités. Et alors, ensuite, ça c'est un peu plus lyrique, hein, attention. C'est une citation de notre ami Arnold Schwarzenegger, j'arrive jamais à le dire, qui dit « Un jour, la souffrance prendra tout son sens ». Alors, bon, il y a souffrance et souffrance, mais c'est juste que au départ de son activité d'indépendant, ça peut être difficile parce qu'on peut se retrouver aussi très seul. C'est pour ça que c'est intéressant de rejoindre des clubs, de rejoindre des groupes, de faire des choses avec d'autres personnes aussi. C'est pour ça aussi que je suis associé. Ça peut être difficile si en plus dans son entourage on n'a pas des gens qui sont dans ce milieu-là, qui sont déjà passés par là, il y a une certaine incompréhension. Et puis il y a aussi une peur de voilà, comment est-ce que je vais arriver tout simplement à finir le mois, etc. Et parfois on est obligé de cumuler plusieurs boulots. Mais il faut se dire que c'est quelque chose, c'est un métier qui existe, c'est photographe vidéaste. Moi à l'époque, je ne savais même pas que ça existait, tellement j'étais loin de tout ce monde-là. Et surtout, si on s'en donne les moyens, si on est motivé et voilà, si on travaille avec discipline, c'est assuré qu'on réussira, peu importe qui on est finalement. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai choisi de croire. Exact. Très bonne mentalité, ça, super. Oui, moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle, en parallèle de mon agence de communication, je donne des formations. Alors, formation en présentiel, c'est vrai que je pourrais donner plus de formations. J'en vends déjà des formations en ligne, mais j'ai décidé aussi de donner des formations en présentiel. D'une part, parce que j'avais envie de partager du contenu, mais d'avoir l'interaction en direct et de pas toujours être seul face à un mur et face à un écran. C'est vrai que le côté humain, ça rajoute vraiment quelque chose derrière.
derrière la vie professionnelle aussi. C'est un vrai plus. Voilà. Eh bien Vincent, merci de m'avoir accordé ce temps pour cette interview. Merci à toi. Voilà. Bien sûr, tous les liens qui ont été cités seront marqués dans la description. Dernière question, j'ai oublié de la mentionner. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur Internet? Alors, tout simplement sur mon site, vincentvillaret.com, c'est VINCENT-VI2LARET. Là-bas, il y aura toutes les redirections. Mais en gros, voilà, c'est surtout mon site. Après, donc, il y a le club Facebook, club privé d'entraide pour les photographes et vidéastes. Il y a la chaîne YouTube, c'est Vincent Villaret aussi. Et voilà. Pour ceux qui sont sur Paris, eh bien, j'organise donc, comme on en avait parlé un peu plus tôt, des apéros. Ça sera un plaisir de vous rencontrer, de discuter avec vous, d'échanger. C'est une fois par mois, c'est généralement le dernier mercredi du mois. Voilà, ça change un peu. Mais si vous voulez être au courant de ça, en fait, il faut se mettre sur le groupe Facebook. C'est là que je publie les apéros, les événements. Et ensuite, voilà, c'est déjà pas mal. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tous les conseils que Vincent et moi avons pu vous donner vous serviront. Vous pourrez les mettre en pratique prochainement. Et n'oubliez pas que tous les liens qui ont été donnés dans cette vidéo se retrouvent dans la description. À bientôt!